directement impliqué dans le projet Mobilive, mais en fait, je me suis intéressé à cette question des interactions de plante-plante pendant ma thèse, que j'ai soutenue en 2019 à Montpellier, où je me suis intéressé à la question des mélanges variétaux, notamment sous la direction d'Hélène Fréville, qui va parler aussi dans cette session-là. Et donc aujourd'hui, je suis en postdoctorat à l'Université de Lausanne et je continue à m'intéresser à ces questions d'interaction plante-plante. Et donc la présentation va se faire à 4 voix avec Jean-Benoît Morel, Hélène Fréville et Timothée. Peut-être que vous pouvez dire un mot dès maintenant pour vous présenter. Je peux prendre la main, je suis la deuxième intervenante, je crois. Donc Hélène Fréville, je travaille à INRAE à Montpellier, dans l'UMR AGAP, donc amélioration génétique et adaptation des plantes. Et on a un pan de recherche dans notre équipe qui se consacre aux interactions plante-plante et comment les mobiliser pour développer une agriculture plus durable avec un modèle d'étude privilégié qui est le blé dur. Jean-Benoît, je te laisse la main. Oui, merci. Donc Jean-Benoît Morel, donc moi je travaille dans une unité qui va bientôt s'appeler FIM, c'est l'Institut de santé des plantes, c'est à Montpellier. Donc c'est un institut qui rassemble toutes les recherches en pathologie végétale pratiquement sur Montpellier. Et dans notre équipe, un petit peu comme Hélène, nous on travaille sur la physiologie moléculaire des plantes et en particulier, comme vous allez le voir, sur les interactions plante-plante et comment elles modulent l'immunité des plantes. Voilà. Je fais un peu de génétique aussi, mais beaucoup avec Hélène et Jacques. Bonjour, moi je Timothée. m'appelle Timothée Flutre, je suis chercheur au Moulon dans l'équipe de Jérôme Angelbert que vous avez vu précédemment. Et donc je fais de la génétique quantitative donc je m'intéresse aux mélanges intraspécifiques et interspécifiques. Et je m'intéresse à l'architecture génétique de la plasticité phénotypique dans le cadre où les plantes ont des voisins de génotypes potentiellement différents. Et j'interviens par petites touches à plusieurs moments dans la journée. Merci. Et donc, je crois que c'est moi qui commence. Je ne sais pas si je commence. Je crois que l'ordre, c'était moi, Hélène, Timothée, toi. Mais si tu veux, tu peux commencer. Pas de souci, j'ai pas de problème pour changer. Ou à moins que Jacques ait changé le programme. Jacques n'a rien changé, il a laissé l'ordre et a priori, vous êtes plutôt, ce que j'avais compris, moi plutôt Hélène, Germain, Timothée, puis toi, Jean. Ok, parfait. Ok, bon, très bien, je me tais. Par contre, voilà, celui qui va présenter doit partager son écran pour que je puisse. Voilà. Alors j'y vais, j'essaye. Ok, c'est bon pour tout le monde? C'est bien, c'est bon. Ça marche. Donc le but de cette présentation, c'est de vous montrer en fait comment on peut utiliser des théories qui ont été développées en écologie, en évolution, pour comprendre les interactions plante-plante dans les écosystèmes naturels, pour mieux intégrer la diversité dans les parcelles, dans les systèmes cultivés. Et donc, ça va se passer en 4 temps. Dans un premier temps, je vais vous faire un rappel très rapide, vu le temps qu'on a, sur les bases et les concepts d'écologie et d'évolution sur lesquels on se base justement pour mieux comprendre les interactions plante-plante dans les systèmes cultivés. Après, Hélène vous fera un focus sur un de ces aspects qui a été étudié par la biologie évolutive, qui est la reconnaissance entre apparentés, et comment on peut tester cette théorie-là et ce mécanisme-là dans les systèmes cultivés. Je vous ferai après une petite présentation sur les modèles de génétique d'association qu'on peut utiliser pour tester ces théories écologiques et évolutives dans les systèmes cultivés. Et donc après, Jean-Benoît vous fera un focus plus long sur les implications des interactions plante-plante sur l'immunité des plantes, puisque vous verrez que les trois premières parties de la présentation, ils vont surtout parler des rendements et de la compétition pour les ressources, pas tellement des interactions plantes pathogènes, que ça c'est la spécialité de Jean-Benoît qui vous parlera de ça juste après. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur ces hypothèses et ces théories qui sont issues de l'écologie et de la biologie évolutive. Je vais probablement passer des slides parce que je pense qu'il faut qu'on soit efficace sur le temps. Donc, juste pour vous dire qu'il y a eu un regain d'intérêt pour cette question des interactions plante-plante dans les écosystèmes naturels au tournant du XXIe siècle, en fait, quand les scientifiques et les biologistes se sont aperçus qu'il y avait des baisses critiques des niveaux de biodiversité dans les écosystèmes naturels. En fait, la question qui s'est posée, c'est quelle va être la conséquence de cette perte de biodiversité sur le fonctionnement des écosystèmes, notamment les écosystèmes végétaux. Et donc, pour répondre à cette question, en fait, les
les écologues, les scientifiques ont mis en place des expérimentations avec des écosystèmes artificiels dans lesquels ils ont manipulé le nombre d'espèces qui étaient présentes dans les communautés végétales, et ils ont mesuré le fonctionnement de ces écosystèmes artificiels à travers leur productivité primaire. Donc, c'est la productivité tout simplement en biomasse. Et donc, dans beaucoup d'expériences qui ont été menées au début des années 2000, on a observé des résultats très similaires, c'est-à-dire, donc ici, vous avez des communautés végétales d'espèces prairiales qui varient en termes de nombre d'espèces, de 1 à 16 espèces. Et donc, ces résultats ont généralement montré que plus les communautés étaient diversifiées en termes de nombre d'espèces, plus elles étaient productives. Donc, c'est quelque chose qui a été retrouvé après dans plein d'autres types d'écosystèmes, pas seulement dans les prairies, mais aussi dans les forêts, même dans les écosystèmes marins, etc. Et donc, l'écologie s'est surtout intéressée à ces questions-là au niveau interspécifique, donc avec des mélanges d'espèces, mais il y a aussi quelques résultats qui semblent montrer des résultats équivalents au niveau intraspécifique, donc en ayant des communautés composées d'une seule espèce, mais de plusieurs génotypes de la même espèce. Et donc, ces résultats-là, en fait, ils ont été interprétés en remobilisant des théories qui étaient dans la littérature écologique depuis très longtemps. Vous voyez, même dès le début du XXe siècle, en fait, notamment la théorie de complémentarité de niche qui est omniprésente en écologie. En fait, c'est une théorie qui suppose que des génotypes ou des espèces, vous allez voir, on va jongler dans la présentation en permanence entre génotype et espèce parce qu'on peut complètement décliner ces théories à un niveau ou à l'autre niveau. En fait, la complémentarité de niche, elle vous dit que des génotypes ou des espèces qui ont des besoins différents en ressources, ils vont moins entrer en compétition les uns avec les autres et donc utiliser le pool de ressources qu'ils ont à disposition de façon plus efficace et donc produire plus de biomasse avec ces ressources-là. Donc ici, c'est un exemple visuel avec 2 génotypes de blé qui ont des profondeurs racinaires différentes. Donc, ils vont explorer des horizons différents au niveau du sol, ce qui va permettre d'utiliser les ressources comme l'eau et les éléments minéraux potentiellement de façon plus efficace et donc aboutir à un rendement en mélange qui sera supérieur au rendement attendu sur la base des monocultures de ces 2 génotypes-là. Donc ça, c'est une des théories qui a été utilisée pour expliquer cette relation positive entre la diversité d'espèces et la productivité des écosystèmes. Il y en a une autre qui est souvent étudiée également dans les écosystèmes naturels, c'est la facilitation. C'est un mécanisme un petit peu différent qui, en fait, suppose que la présence seule d'un génotype ou d'une espèce peut aboutir à une modification environnementale qui va, en retour, créer des conditions plus favorables pour la croissance et le développement d'un autre génotype. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis un exemple avec un génotype qui va sécréter certaines molécules dans le sol qui vont conduire à abaisser le pH. Et cet abaissement du pH peut en fait créer un environnement plus favorable pour un génotype qui serait cultivé en mélange. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la facilitation écologique. Il y a d'autres mécanismes que je vous ai mis ici en exemple, mais je vais essayer de passer assez vite. Donc bien sûr, en plus de ces interactions positives, on sait que dans les écosystèmes naturels, il y a aussi des interactions négatives entre les plantes. C'est bien entendu connu depuis longtemps. Donc l'allélopathie, c'est un exemple dont je pense que vous avez déjà entendu parler à l'agro, puisque c'est un mécanisme dont on parle souvent quand on parle notamment de la compétition entre les cultures et les espèces adventices. En fait, l'allélopathie, elle est caractérisée par la production de certains composés biochimiques qui peuvent être toxiques pour d'autres espèces ou pour d'autres génotypes. Donc, ça peut se passer par des sécrétions racinaires ou par la décomposition de certains tissus qui vont générer ces biocomposés toxiques. Et puis, bien sûr, il y a l'interaction négative qui est peut-être la plus intuitive pour tout le monde, c'est la compétition qui peut avoir des effets négatifs sur la productivité d'un mélange. Par exemple, si un des génotypes qui a une aptitude à la compétition supérieure à l'autre, en fait, acquiert une proportion énorme des ressources au détriment de l'autre génotype, et qu'au final, si ce génotype-là, par ce gain de ressources, gagne moins en biomasse que ce qu'a perdu le génotype qui a subi la compétition, eh bien, on peut avoir une perte de rendement au niveau du mélange. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une compétition pour la lumière. Bien sûr, ça peut être une compétition pour l'eau, pour les éléments minéraux, etc. Donc cette compétition, elle a un effet un peu pervers, c'est-à-dire qu'elle peut avoir non seulement un effet négatif à un instant T, mais en fait, cet effet-là, ça peut être un effet boule de neige, en fait, si on s'intéresse à l'évolution du système. Et ça, c'est quelque chose qui a été décrit en biologie évolutive sous le nom de tragédie des communs, dont vous avez peut-être aussi déjà entendu parler.
Donc, cette théorie-là, elle vous dit que si vous mélangez s'il y a une population dans laquelle il y a un mélange d'individus qui ont des aptitudes différentes à la compétition, donc qui vont acquérir une proportion différente des ressources, avec certains individus qui acquièrent une proportion très grande des ressources et d'autres qui ont une acquisition limitée des ressources, mais en fait, on s'attend à ce qu'au fil des générations, ce soit les individus les plus compétitifs qui envahissent la population. Pourquoi on parle de tragédie? Parce qu'en fait, cette situation-là, la situation finale, elle aboutit à un gaspillage des ressources énormes, puisque en fait, tous les individus vont gaspiller les ressources dans des structures végétatives, si je prends l'exemple des plantes, qui vont donc détourner ces ressources des grains et des épis. Et en plus, les plantes vont exercer ici un ombrage très fort, une compétition très forte les unes par rapport aux autres, ce qui va diminuer la performance du groupe et ce qui peut amener dans les communautés naturelles même à l'extinction des populations. C'est pour ça qu'on parle de tragédie des communs. Et donc, la contraposée de ça, et quand on lit cette théorie-là, en fait, on s'attend à ce que la stratégie qu'on ait besoin de favoriser pour maximiser la productivité du groupe, ce soit plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ce soit les individus les moins compétitifs qui puissent être favorisés, augmenter en fréquence, de sorte à minimiser les interactions compétitives entre les individus, ce qui permettrait en retour de maximiser les rendements. Donc ça, c'est pas seulement quelque chose qui a été décrit en biologie évolutive, mais ça a été quelque chose qui a été perçu très tôt par les agronomes et notamment les sélectionneurs. Donc il y a notamment cet agronome Donnell qui est très connu pour avoir mis en avant cette idée-là dès les années 60, l'idée que les sélectionneurs devaient plutôt viser des phénotypes, des idéotypes, Jérôme vous a parlé d'idéotypes, des idéotypes peu compétitifs, mais homogènes, c'est-à-dire que c'est des phénotypes dont on peut mettre beaucoup de plantes au mètre carré, sans pour autant avoir un coût de compétition associé qui soit énorme, et donc des pertes de rendement assez importantes. Donc, comment on peut faire évoluer ces phénotypes-là qui sont les moins compétitifs? En fait, en biologie évolutive, il y a un biologiste qui a répondu à cette question-là exactement dans les mêmes années, dans les années 60, en étudiant les communautés d'insectes sociaux. Donc, ce biologiste s'appelait Hamilton et il se demandait comment il était possible qu'il y ait des phénotypes qui ne soient pas favorables pour les individus qui les expriment, qui étaient maintenus par l'évolution. Donc, par exemple, chez les abeilles ou chez les guêpes ou chez tous les insectes sociaux, il y a une grande proportion des individus dans une colonie qui ne se reproduisent pas, qui sont stériles. Et donc ça, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un phénotype qui a été éliminé par l'évolution et la sélection naturelle, puisque ces individus n'ont pas de descendants et donc ne peuvent pas propager leurs gènes d'une génération à l'autre. Et donc, ce qu'a montré Hamilton, c'est que si ces individus évoluent dans des populations où l'apparentement est très fort, et cet apparentement fort est maintenu génération après génération, eh bien, ça crée des conditions favorables pour faire évoluer des phénotypes qu'il a appelés des phénotypes altruistes. C'est des phénotypes qui diminuent le pouvoir reproducteur des individus qui les expriment, mais qui augmentent le pouvoir reproducteur de leurs partenaires sociaux. Donc, en fait, chez les abeilles qui sont stériles dans la colonie, c'est les ouvrières, elles passent leur vie en fait, à s'occuper des larves qui sont produites par la reine mère. Et donc, si elles ne se reproduisent pas directement, elles aident leurs apparentés, en l'occurrence leur mère, à se reproduire. Et donc, c'est une façon de propager les gènes indirects en aidant les apparentés à propager les gènes qu'on partage avec eux. Donc, si on lit la théorie d'Hamilton et qu'on relie ça à ce que disait Donald, l'agronome Donald, en fait, on peut totalement interpréter ce phénotype-là comme étant un phénotype altruiste, c'est-à-dire un phénotype qui n'est pas optimal pour les individus qui l'expriment, mais qui est optimal à l'échelle du groupe, parce qu'il permet aux individus de coopérer. Donc Hamilton, il avait distingué dans cette théorie deux formes d'altruisme. Je vais aller très vite, mais en gros, il y a une forme d'altruisme qui est dit sans reconnaissance, c'est-à-dire que les individus qui expriment cet altruisme, ils l'expriment peu importe leur environnement social, c'est-à-dire qu'ils soient en présence d'un individu apparenté ou d'un individu non apparenté, ils vont exprimer le phénotype altruiste. À l'inverse, il a décrit aussi une autre forme d'altruisme qui repose sur un mécanisme de reconnaissance. Et dans ce cas-là, les individus ne vont exprimer le phénotype altruiste que s'ils sont en présence d'un individu apparenté. Donc, c'est de ce cas-là dont va vous parler Hélène juste après. Vous voyez que si je résume les attendus qu'on a dans l'écologie et la biologie évolutive sur les interactions plante-plante, en écologie, on a plutôt des mécanismes qui nous font penser que la diversité et les différences entre les individus peuvent avoir des effets positifs sur la productivité du groupe, notamment via des mécanismes comme la complémentarité de niche, la facilitation. À l'inverse, en biologie évolutive, en fait, on a montré que dans les communautés naturelles,
la performance de groupe, elle était souvent maximisée dans les écosystèmes naturels par le partage et l'évolution d'un phénotype altruiste, c'est-à-dire une homogénéité entre les individus qui expriment tous un phénotype altruiste ou peu compétitif. Et donc, je vais laisser la main à Hélène, peut-être, qui va vous parler de l'apparentement et de la reconnaissance entre apparentés. Ok. Alors, c'est bon? Ouais. Par contre, ouais, ok. Donc, en fait, je vais vous parler d'altruisme avec reconnaissance dans le contexte des mélanges variétaux. Donc, vous savez que la révolution verte a conduit à une forte homogénéisation des agrosystèmes intensifs. Hein. Jérôme l'a rappelé, aujourd'hui, on sélectionne des variétés qui soient performantes dans des agrosystèmes appauvris en diversité cultivée. Donc, c'est le cas du blé ou du riz, par exemple, où on n'a plus qu'un seul génotype complètement fixé au niveau génomique à l'échelle de la parcelle. Et on utilise les intrants pour booster la production. Donc l'idée, c'est d'utiliser la diversification comme un levier pour accompagner la transition agroécologique. Et le pari de l'agroécologie, c'est de tirer profit des processus biologiques et écologiques qui sont naturellement à l'œuvre dès qu'on met de la diversité dans les agrosystèmes. Et là, je vais vous parler de mélange de variétés, donc à l'échelle intraspécifique. Donc, est-ce que ce pari, il est toujours vérifié? Est-ce qu'il y a toujours un bénéfice à mélanger des variétés? Donc là, je vous présente un graphe que vous retrouverez peut-être dans le fil de la journée, qui vous montre donc en abscisse le rendement des mélanges par rapport à la moyenne de leurs composantes en monoculture. Si la valeur est égale à 1, vous n'avez pas d'effet d'interaction positif ou négatif entre variétés, c'est-à-dire que le mélange a un rendement qui correspond à la moyenne des variétés qui le composent. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que la plupart des études montrent qu'on a un gain sur le rendement à mélanger de l'ordre de 2 à 5% selon les méta-analyses. Hein. Mais ce que vous voyez sur ce graphe, c'est qu'il y a également une énorme variance autour de cette moyenne, avec sur la gauche du graphique des cas où les mélanges ont un rendement beaucoup plus faible que celui attendu en monoculture. Donc, on a des interactions négatives entre variétés. Et puis, sur la droite du graphique, des cas où les rendements ont un rendement plus fort que l'attendu et donc, a priori, des interactions positives entre variétés. Ce patron, il est très général. Hein. Notre idée, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui génère ces fortes variations autour de cette moyenne, quels mécanismes en sont à l'origine et comment mobiliser les mécanismes qui promeuvent les interactions positives entre variétés. Et donc, ce qui nous a intéressé quand on a commencé à travailler sur cette question, c'était plutôt les mécanismes qui pourraient expliquer des interactions négatives entre variétés et notamment la reconnaissance entre apparentés. Alors, en fait, le principe l'attendu dans le cadre de cette théorie, c'est de dire que si les plantes sont capables de reconnaître les individus avec lesquels elles poussent en termes d'apparentement, on s'attend à ce qu'elles dirigent leur aide vers des apparentés ou une autre façon de dire qu'elles rentrent en compétition accrue avec les non apparentés. Pardon. Donc sur le petit schéma, un individu vert là dédierait son aide uniquement aux individus verts et rentrerait en compétition avec les individus orange. Donc qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'aide en fait pour les plantes? Ça veut dire qu'on est dans des mécanismes où on a une plasticité, les individus vont exprimer une plasticité phénotypique sur un trait donné qui est impliqué dans les interactions pour ajuster leur comportement en fonction de à côté de qui elles poussent. Et donc un cas très connu par exemple quand les plantes font de la compétition pour la lumière, c'est qu'on pourrait imaginer que quand les plantes poussent à côté de non apparentés, elles vont allonger leurs tiges pour gagner la compétition, alors que quand elles sont avec des apparentés, finalement, elles restent sur un phénotype petit, comme vous l'a présenté Germain dans son exposé. Donc, ce mécanisme de reconnaissance entre apparentés, il implique la perception d'un signal et une réponse à ce signal qui soit une plasticité sur un trait donné. Et donc, dans cette hypothèse, si on part de l'idée que la compétition est accrue envers les non-apparentés, on va avoir une compétition accrue dans les mélanges et donc un rendement plus faible dans les mélanges que attendu sur la base des monocultures.
Alors, on a testé cette hypothèse sur le blé dur, qui est une espèce importante dans la mesure où elle intervient dans l'alimentation humaine, hein. C'est l'espèce qu'on utilise pour produire des pâtes et de la semoule. On n'a pas de diversité génétique à l'échelle de la parcelle chez les principaux pays producteurs de blé dur aujourd'hui. Et il y a un intérêt probable à utiliser des mélanges de variétés qui serait de pouvoir réduire la fertilisation azotée notamment et bien sûr de réduire les pesticides, ce qu'on va regarder dans le cadre de Mobidiv. Alors, on a fait une manip en fait où on a utilisé 52 génotypes qui sont complètement homozygotes sur l'ensemble du génome. Et on a utilisé une manip en conditions contrôlées dans laquelle on avait 5 plantes par pot, donc une plante focale qui est ma petite plante I au milieu du pot, entourée de 4 voisins. Et on avait 2 traitements différents, donc pour chaque génotype focal I. On avait un traitement de monoculture ici où les 4 voisins sont du même génotype que la plante focale, donc c'est ce que je vais appeler le traitement monoculture ou le traitement kin en anglais apparenté. Et puis à droite ici, des pots dans lesquels on a des mélanges de 2 génotypes. Donc ma focale qui est petit i, elle va être entourée par 4 voisins qui sont eux du même génotype K, donc qui sont issus d'une même mère par autofécondation. Et en fait, on a regardé la réponse à cet apparentement sur le trait social auteur, qui est un trait bien documenté dans la littérature. La mesure de la performance des plantes et du mélange, on l'a mesuré sous la forme du nombre de graines produits par le groupe ou chaque plante. Et l'apparentement ici, on l'a utilisé soit comme variable quantitative, donc monoculture versus mélange de 2 génotypes, ou on peut également, avec des marqueurs génétiques, avoir accès à des apparentements en variable quantitative de type proportion d'allèles partagés entre les 2 génotypes. Alors, voilà ce qu'on a trouvé. Donc, je vous rappelle que sous notre hypothèse, en fait, on s'attend à une compétition accrue dans les mélanges, un allongement des tiges plus grand dans les mélanges, puisque les plantes vont essayer de gagner la compétition quand elles sont avec des non-apparentés, et donc un rendement plus faible dans les mélanges. Donc, qu'est-ce que l'on voit quand on regarde la hauteur moyenne des plantes calculées sur l'ensemble du pot, hein? On voit qu'il n'y a pas de différence de hauteur entre les groupes d'apparentés ici kin et les groupes de non-apparentés, donc les mélanges. Et puis, on retrouve également une absence de différence significative sur le rendement entre les groupes d'apparentés et les groupes de non-apparentés. Alors en fait, quand on regarde un petit peu plus près ce qui se passe, c'est qu'on voit que la relation entre le rendement et l'apparentement dépend de l'identité des génotypes qu'on met en compétition. Je vous ai pris ici l'exemple de 2 génotypes et en variable explicative la proportion d'allèles partagés pour mieux vous contraster les résultats. Ce que vous voyez ici, c'est que pour le génotype focal G8, en fait, quand il a son rendement, le rendement du groupe d'individus, quand il y a la focale G8, augmente quand la proportion d'allèles partagés augmente. Donc, c'est des cas où le groupe se porte mieux quand les individus sont apparentés. Et au contraire, pour ce génotype focal G20, on a le patron inverse, c'est-à-dire que dans les groupes où on a la focale G20, plus l'apparentement est fort, donc sur la droite, moins le rendement est bon. Donc, ça veut dire que les patrons sont très contrastés selon les génotypes que vous mettez en présence. Et on s'est donc posé la question de est-ce qu'il y a des différences entre les génotypes sur leur capacité à capturer, utiliser la lumière, qui soient complètement indépendantes de l'apparentement. Donc, pour répondre à cette question, en fait, on a fait des modèles d'analyse qui sont un petit peu particuliers, dans lesquels on va regarder si la hauteur de la focale dépend non seulement de l'apparentement, c'est vraiment la variable qui nous intéresse, mais également de l'identité des génotypes en présence, donc le génotype focal et le génotype du voisin. Et en fait, ces modèles en génétique quantitative, vous les connaissez peut-être déjà, c'est ce qu'on appelle des modèles DGE, IGE. Le génotype focal étant ici analysé pour regarder l'effet direct des gènes de ce génotype focal sur son propre phénotype, mais également l'effet indirect des gènes du voisin sur la hauteur de la plante focale. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est que quand on fait ce modèle, en fait, on n'a pas de différence de hauteur de la plante focale quand elle pousse avec des apparentés et quand elle pousse avec des non-apparentés. Et donc, on ne vérifie pas notre hypothèse que les plantes seraient plus grandes dans les mélanges. Alors, si on regarde le rendement, en fait, on a
un patron qui est assez similaire. On a fait exactement le même modèle d'analyse et on a également inclus une variable qui regarde l'effet de la covariance entre cet effet direct génétique et cet effet indirect génétique. Je vais vous l'expliquer par le graphe qui est en dessous. Premier résultat de ce modèle, c'est qu'on n'a pas d'effet de l'apparentement. Donc, les plantes en mélange ne produisent pas moins de graines. Et en fait, on a une covariance négative là, entre ces fameux DGE et IGE. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si vous regardez l'axe des abscisses, en fait, et que vous allez complètement sur la droite, un génotype GI qui produit beaucoup de graines parce qu'il a des bons gènes, en fait, va impliquer une forte diminution du nombre de graines produites par ses voisins quand ce GI est utilisé en voisin. Donc, il y a l'idée que ces individus qui sont à droite de la courbe sont des forts compétiteurs et qui vont fortement impacter la production de graines de leurs voisins. Et ici, vous avez des faibles compétiteurs. Donc, il y a moyen de prendre en compte ces effets génétiques dans des modèles d'analyse pour essayer de prendre en compte cette différence d'aptitude à la compétition et vraiment regarder uniquement l'effet d'apparentement. Donc, je termine là-dessus. En fait, donc, par les différentes études qu'on a faites chez le blé dur, on n'a pas de signe de l'existence de reconnaissance entre apparentés. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, on a publié un article dans Evolutionary Applications en 2019. Et il y a beaucoup de questions ouvertes qui restent à se poser. Est-ce que ce mécanisme de reconnaissance, il existe chez les espèces cultivées et il n'existe pas dans le set de variétés qu'on a regardé? Enfin, il n'est pas mis en évidence en tout cas. Est-ce que ce mécanisme existe chez des apparentés sauvages? Et là, il y a des implications directes si jamais vous réutilisez de la diversité sauvage que vous voulez réintroduire dans des poules cultivées. C'est ce qu'on fait très fréquemment pour réintroduire des gènes de résistance. Et si jamais ces mécanismes de reconnaissance entre apparentés existent, quels signaux pourraient-ils impliquer en termes de communication entre les plantes? Je m'arrête là. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Je vais départager mon écran. Alors, je vais reprendre la main. Voilà. Sauf si, Jacques, tu veux qu'on pose des questions plutôt à la fin? Il y en a pas. Ok. Alors, il y en a pas dans le. Enfin, attendez, je crois. Oui, non. Je vois pas de questions dans le chat. Donc, vous pouvez continuer. Ok. Donc, l'idée de cette troisième partie, c'est de... Jusqu'ici, vous voyez, on vous a surtout parlé de ces interactions en termes de phénotype. Donc, Hélène vous a parlé de la hauteur, par exemple. Moi, je vous ai parlé avant des profondeurs racinaires. L'idée, c'est de voir si on ne peut pas développer des méthodes de génétique d'association pour tester ces méthodes directement avec des variables génétiques et en fait, sans passer par des mesures sur le phénotype. En fait, la philosophie de cette approche, c'est de dire que les différences phénotypiques auxquelles on s'intéresse dans ces théories-là, les différences de hauteur, les différences de profondeur racinaire, elles sont en partie causées, bien sûr, par des différences génétiques entre les individus. Donc ça, en apimètre, je pense que vous êtes sensible et vous comprenez bien ça. Les différences phénotypiques, elles sont en partie causées par des différences d'allèles entre les individus. Et donc, plutôt que de se demander comment les différences phénotypiques entre les individus influencent leur performance à l'échelle du groupe, on peut se demander comment les différences génétiques entre les individus affectent leur performance. Donc, on essaye de relier une variable génétique à un phénotype au niveau du groupe, qui est par exemple le rendement. Donc, classiquement, pour associer l'information génétique à l'information phénotypique, on utilise des analyses de type GWAS, Genome Wide Association Study. Donc, il y en a d'autres, mais c'est vraiment les approches qui sont les plus utilisées. Donc, il me semble que vous avez eu un cours il y a quelques jours sur la GWAS. Donc, je vais essayer d'aller assez vite ici. Mais l'objectif classique de la GWAS, c'est d'identifier des régions du génome qui sont impliquées dans le déterminisme génétique d'un caractère, que j'ai appelé ici P. Et donc pour ça, on utilise une population diversifiée avec un faible déséquilibre de liaison moyen pour avoir une résolution fine et identifier des zones précises sur le génome où la variation allélique peut avoir un effet sur le caractère. Et donc sur cette population, on utilise une information de polymorphisme sur l'ensemble des individus avec une bonne couverture du génome. Et après, le but, c'est d'essayer d'associer cette information de polymorphisme avec la variation sur le caractère auquel on s'intéresse, donc le caractère P ici. Et donc, locus après locus, on va tester l'effet de la variation allélique au locus sur le caractère. Donc, si on envisage un modèle simplifié où on a une population de lignées pures avec une information de polymorphisme sur grand L SNP, les SNP, je pense que vous savez ce que c'est, donc des polymorphismes ponctuels avec deux allèles qui s'égrègent dans la population.
ben, on peut écrire le phénotype des individus comme une fonction linéaire de la valeur allélique qu'ils portent au locus auquel on s'intéresse. Donc ici, si on s'intéresse à la lignée I et au locus L, ben, on voit qu'on peut exprimer son phénotype comme une fonction linéaire de son génotype au locus L. Donc, si on prend le cas, par exemple, d'un locus que j'ai appelé L1 ici, qui n'est pas associé au caractère, ben, on ne va pas avoir de différence significative entre les lignées homozygotes avec le premier allèle et les lignées homozygotes avec le deuxième allèle. À l'inverse, si vous observez ce qu'on voit ici sur le locus 53, par exemple, une différence significative entre les lignées qui portent le premier allèle au SNP 53 et les lignées qui portent le deuxième allèle, la méthode vous dit que ce locus-là est vraisemblablement, enfin, il y a de grandes chances qu'il soit associé au caractère auquel vous intéressez. Donc l'idée, c'est pour tester ces théories qui sont issues de l'écologie et de la biologie évolutive chez les mélanges variétaux notamment, c'est d'utiliser une approche qui est similaire à la GWAS, mais à l'échelle du mélange. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'identifier des régions du génome pour lesquelles les différences alléliques entre les individus vont affecter un caractère mesuré à l'échelle du groupe, donc par exemple les rendements. L'idée, c'est d'utiliser des populations en fait, qui ont les mêmes propriétés que les populations qui sont classiquement utilisées en GWAS, avec de la variabilité génétique, un faible déséquilibre de liaison. Mais là, l'idée, c'est d'évaluer les individus non plus en situation de monoculture, mais en situation d'interaction. Donc la situation la plus simple, c'est d'avoir des couples de variétés, des binômes. Et donc pour tous les locus, ensuite, on peut essayer de tester quel va être l'effet de la différence allélique au locus où on s'intéresse entre les individus sur leur phénotype. Donc le modèle, en fait, on peut l'écrire de façon assez similaire. Je vous écris tout ça de façon très simplifiée. Bien sûr, le vrai modèle est un peu plus compliqué. Vous avez dû le voir en GWAS, mais c'est juste pour que vous compreniez la philosophie. Donc ici, on peut exprimer le phénotype d'un couple de génotypes, par exemple le rendement d'un mélange de deux variétés, comme une fonction linéaire du nombre de variétés, du nombre d'allèles qui sont présents dans le mélange à ce locus-là, au locus L. Donc le nombre de variétés dans un mélange de deux lignées pures, le nombre d'allèles, ça peut être un allèle ou deux allèles. Donc par exemple, ici, vous avez deux couples, deux types de mélanges variétaux, des mélanges variétaux dans lesquels les deux individus partagent l'allèle A, et des mélanges variétaux dans lesquels les deux individus ou les deux génotypes partagent l'allèle B. Et donc là, on ne va pas tellement s'intéresser à cette pente dans ce modèle-là, on va s'intéresser plutôt à ce qui se passe ici. Donc en fait, ici, c'est la valeur moyenne des mélanges monoalléliques. Donc les mélanges monoalléliques AA et les mélanges monoalléliques BB, leur valeur moyenne, elle se situe ici. Et donc on va regarder ce qui se passe dans les mélanges bialléliques. Donc il y a des mélanges dans lesquels on peut avoir un individu qui porte l'allèle A et l'autre individu ou l'autre variété qui porte l'allèle B. Et donc si on observe que la productivité moyenne de ces mélanges bialléliques, elle est égale à la moyenne des productivités des mélanges monoalléliques, en fait on peut dire que le SNP qu'on est en train de tester, il n'y a pas d'effet de la diversité allélique à ce SNP-là sur le rendement du groupe. À l'inverse, si on observe que les mélanges bialléliques sont en moyenne une productivité en moyenne supérieure à la moyenne des mélanges monoalléliques, on peut penser que le SNP en question il est associé à un effet positif de la diversité. Donc peut-être qu'il est lié à un trait qui peut générer de la complémentarité de niche ou de la facilitation, ou d'autres mécanismes qui peuvent générer une interaction positive entre les variétés. Et bien sûr, on peut s'attendre au patron inverse, des mélanges bialléliques qui sont moins performants, si on s'intéresse au rendement, par exemple, moins productifs que la moyenne des mélanges monoalléliques. Et donc, à ce moment-là, on peut interpréter cet effet-là comme un effet de la compétition, de l'allélopathie, de la reconnaissance entre apparentés. Il faut creuser, bien sûr, plus, comme dans une GWAS classique, pour avoir des idées sur le mécanisme fin qui peut être impliqué. Mais en tout cas, ce modèle-là permet de tester l'effet de la diversité allélique au niveau génomique. Et donc là, je voulais vous montrer en fait comment ce type de modèle peut être appliqué empiriquement, donc avec deux études. Si Jacques, tu vois que je suis trop long en temps, tu me le dis et je sauterai peut-être une des deux études. Écoute, je ne sais pas ce que vous avez prévu dans votre petit groupe. Je sais que Jean-Benoît doit parler après. Oui, il y a Jean-Benoît aussi après. Ouais. Et il y a Timothée encore qui doit parler? Timothée, ouais, il a une petite slide. Écoutez, vous avez encore vous avez du temps normalement. Je pense qu'il faut quand même faire. Ouais, Germain, je pense qu'il faut quand même être court parce que Jean-Benoît a quand même pas mal de choses à dire.
Bon, mais je vais sauter la première. Juste d'un autre côté, vu que là, on est en plein cœur de la génétique d'association, Oui, je pense que ça peut valoir le coup que tu développes un peu au moins le principe et les résultats. oui, ok. Donc, dans la première étude dont je vais vous parler, les auteurs se sont intéressés à l'espèce modèle Arabidopsis thaliana. Donc, ils ont utilisé 18 génotypes qui sont des lignées recombinantes issues d'un croisement entre deux génotypes, chat et B. Et donc, à partir de ces 20 génotypes, les 18 lignées recombinantes et les deux parents, en fait, ils ont cultivé un ensemble de monocultures et de mélanges binaires selon un dispositif qui s'appelle un demi-diallèle. Donc ça, je pense que Emma et Timothée reviendront sur ce type de dispositif juste après. Mais en gros, ça consiste à mélanger pour chaque lignée, elle est cultivée à la fois avec elle-même, donc en monoculture, et également avec toutes les autres lignées en mélange. Et donc comme ça, on a une observation de tous les mélanges possibles avec les 20 lignées qui sont dans la population. Et donc, ça, je vais passer pour aller plus vite. Je laisserai Emma et Timothée vous expliquer ça. En gros, le premier résultat qu'ont observé les auteurs, c'est que les mélanges d'Arabidopsis étaient plus productifs que les monocultures. Donc, ils sont retombés sur le patron attendu qui a été observé dans ce que je vous disais, dans les résultats très généraux en écologie et qu'on retrouve aussi dans les mélanges variétaux avec en moyenne un gain sur le rendement. Et donc, ils ont essayé de trouver des zones du génome sur lesquelles la variation allélique entre les individus était associée à des gains de productivité. Et donc, en fait, ils ont identifié une zone sur le chromosome 4 d'Arabidopsis thaliana, auquel la diversité allélique était associée à un effet positif sur donc, la SCA. Ici, Emma vous expliquera ce que c'est, mais on peut simplifier en disant que c'est la biomasse relative des mélanges, donc la différence entre la biomasse qu'on attendait qu'ils produisent sur la base de leur monoculture respective et la biomasse qui a réellement été produite dans le mélange. Donc, c'est l'effet d'interaction entre les deux variétés. Donc, en fait, vous voyez qu'on observe le patron dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les mélanges bialléliques, en moyenne, ont produit beaucoup plus que les mélanges monoalléliques, qui portaient ici les allèles des deux parents. Donc, après, dans la suite de l'étude, donc là, dans la première partie, il y avait seulement 67 marqueurs et 18 lignées, donc ils avaient une résolution à l'échelle du génome qui était assez faible, avec une zone de plusieurs mégabases ici sur ce chromosome-là. Dans la suite de l'étude, en fait, ce qu'ils ont fait, tout simplement, c'est qu'ils ont générer des lignées isogéniques recombinantes dans la zone qui était impliquée dans la détection de ce premier QTL-là. Ils ont remesuré la productivité de mélange dans ces nouvelles lignées recombinantes. Donc ça leur a permis de confirmer le résultat et surtout d'affiner la zone génomique qui était impliquée dans cet effet de la diversité allélique à seulement 310 kilobases, donc une zone dans laquelle 86 gènes sont documentés chez Arabidopsis thaliana. Donc après, ils ont essayé de comprendre à quoi pouvait être associée la variation allélique dans ces mélanges-là. Et en fait, ils n'ont trouvé aucun lien entre la variation allélique et les traits qu'ils avaient mesurés dans l'expérience, donc notamment la phénologie. Par exemple, on aurait pu penser que cette différence allélique entre les individus dans les mélanges SB les aurait amenés à avoir un décalage de phénologie qui aurait pu amener une forme de complémentarité de niche temporelle. Donc ça, ils n'ont pas observé ça. Ils n'ont pas vu non plus d'effet sur les maladies, c'est-à-dire que les mélanges bialléliques n'ont pas été moins malades que les mélanges monoalléliques. Par contre, ils ont pu voir que s'ils réutilisaient le sol des mélanges bialléliques et qu'ils cultivaient dans ces sols-là un génotype témoin qu'on appelle un phytomètre, ben ce génotype témoin, il produisait systématiquement plus de biomasse quand il avait été cultivé dans les pots des génotypes bialléliques que quand il avait été cultivé dans les pots des mélanges monoalléliques. Donc, ça veut dire que vraisemblablement, ce qui s'est passé dans ces mélanges bialléliques et cette interaction positive, elle a impliqué un processus qui a à voir avec le sol. Et donc après, le papier ne va pas plus loin là-dessus, c'est très compliqué d'en savoir plus. Mais en gros, ça vous montre qu'on peut isoler au niveau génétique juste certaines zones du génome auxquelles les différences entre les individus peuvent expliquer une bonne partie des effets de diversité qu'on constate à plus grande échelle. Donc juste pour vous dire que dans le cadre de ma thèse, on a utilisé la même approche sur le blé dur, donc avec des parcelles de mélange et de monoculture qui ont été cultivées au champ, donc avec 180 monocultures et 220 mélanges. On a également observé que les mélanges étaient plus productifs que les monocultures en moyenne, donc on retombe sur le résultat qui était attendu d'après la bibliographie. Vous avez le rendement ici, les monocultures et les mélanges. On a essayé de chercher des zones du génome dans lesquelles la diversité entre les individus était associée à la productivité.
Et donc, nous, on est tombé sur un effet négatif de la diversité allélique, c'est-à-dire qu'à ce locus-là, qui est situé sur la fin du chromosome 6b, mais les mélanges bialléliques ont été moins productifs que les mélanges monoalléliques, en moyenne. Et donc, cette zone-là, elle est quand même assez grande. Elle fait 2,7 mégabases avec la résolution de marquage qu'on avait. On n'a trouvé aucune association entre la variation allélique à ce marqueur-là et les autres traits qu'on avait mesurés dans l'expérience, donc des traits qui étaient à la fois liés à l'architecture aérienne, à la phénologie, des traits racinaires aussi. Par contre, donc avec la collaboration de Jean Benoît et de l'UMR BGPI, qui étaient venus faire des mesures d'impact de la septoriose dans nos parcelles, on s'est aperçu que en fait, les parcelles bialléliques, elles avaient été beaucoup plus atteintes par la septoriose que les parcelles monoalléliques. Donc c'est un résultat assez inattendu par rapport à ce qu'on attend, à ce qui a été décrit dans la bibliographie, où généralement la diversité génétique a un effet plutôt positif sur un effet de réduction des maladies. Mais en fait, nous, là, à ce locus-là, on montre bien que les parcelles bialléliques ont été plus touchées par la septoriose que les parcelles monoalléliques. Donc, ce que je voulais vous dire avec ces approches de génétique d'association, c'est que vous voyez que les interactions plante-plante, elles peuvent être en partie expliquées par des interactions allèle-allèle, que ces effets de diversité allélique qui peuvent être soit positifs, soit négatifs. Donc, quand ils sont négatifs, ça veut dire qu'ils peuvent être opposés aux effets qu'on voit à plus grande échelle, par exemple quand on compare des parcelles monovariétales à des parcelles bivariétales. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut avoir des combinaisons d'allèles défavorables qui vont compromettre les bénéfices qu'on pourrait obtenir d'un mélange. Donc ça pose la question de savoir est-ce qu'il ne peut pas être pertinent de faire de l'assemblage assisté par marqueur des mélanges variétaux, c'est-à-dire pour les locus dont on sait que la diversité allélique peut avoir un effet soit positif, soit négatif, ça peut valoir le coup de chercher à assembler les mélanges en prenant en compte cette information moléculaire. Bon, après, vous voyez que la compréhension fine des mécanismes impliqués dans ces interactions, pour le moment, elle reste limitée. Il faudrait aller plus loin pour caractériser comment ça se passe physiologiquement et moléculairement. Donc, Jean-Benoît va vous parler de ça un peu plus précisément juste après. Et donc, on peut imaginer également utiliser des modèles génétiques plus complexes, puisque ce que je vous ai présenté, ça repose sur l'hypothèse qu'on va détecter des locus qui ont des effets majeurs. On ne va pas être capable de détecter des locus qui ont des effets faibles sur ces effets de diversité et sur ces interactions plante-plante. Donc, il faudrait développer des modèles plus complexes en fait, pour capturer ces effets-là. Et enfin, on peut décliner ces approches-là au niveau interspécifique, c'est-à-dire s'intéresser aux gènes qui sont favorables chez une espèce pour promouvoir des interactions positives avec une autre espèce. Donc là, je vais laisser Timothée prendre la main pour vous dire comment ils ont prévu de faire ça dans Mobidiv. Je veux bien juste que tu passes la diapo suivante. Ouais. Voilà. Voilà, donc l'idée, c'est juste de vous donner comme exemple une perspective dans ce cadre-là dans Mobidiv. Il y a une étude de génétique d'association qui est prévue pour le mélange interspécifique blé-pois. Et donc, on a commencé, donc c'est prévu de 2023 jusqu'à 2025, mais la multiplication des semences a commencé cette année. Et l'idée, c'est d'avoir 200 génotypes de blé tendre qui vont être mélangés avec 2 génotypes de pois sur 2 sites, sur le plateau de Saclay et à l'unité expérimentale près de Rennes, et 2 années de suite. Donc là, ce sera sur des micro-parcelles. Donc ça ne sera pas des rangs alternés, mais sur des micro-parcelles. Donc les plantes seront vraiment mélangées plus ou moins uniformément dans l'espace. Sans entrant de synthèse, avec un phénotypage au cours du cycle et un tri à la récolte. Et donc on se posera comme question notamment, quelle est l'architecture génétique de l'aptitude du blé? Donc c'est là où on a la variation génétique avec nos 200 génotypes. Donc quelle est l'architecture génétique de l'aptitude du blé à la coculture avec le pois? Donc on aura principalement une approche par génétique d'association et des décompositions, notamment du rendement, avec des modèles dont on va parler juste après, enfin après Jean-Benoît avec Emma. Et on essaiera de faire un lien, comme l'a décrit Germain, avec des traits explicatifs. Et je vous donnerai un exemple dans une présentation suivante.
Donc, il y a un ensemble de personnes impliquées dans le cadre de Mobidiv sur cette manip-là. Voilà, je ne suis pas plus long et je passe la parole à Jean-Benoît. Merci. Donc, moi, je vais devoir partager mon écran. Donc, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est... on a entendu parler là de mécanismes écologiques. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le cran du dessus ou du dessous, comme vous voulez. C'est plutôt, je vais vous parler de processus moléculaires qui pourraient être sous-jacents aux observations dont a déjà fait part Germain ou Hélène, qui sont que des interactions plante-plante peuvent modifier le comportement d'une plante. Et en particulier, vous allez le voir, des interactions plante-plante peuvent modifier l'immunité des plantes. Donc, sur ce diagramme ici, sur ce schéma, pardon, je vous ai indiqué les choses qu'on sait, j'ai résumé beaucoup de choses qu'on sait déjà, qui sont que, en fait, il y a énormément de stimuli de l'environnement, soit les nutriments, l'eau, les stimulateurs de défense ou le microbiote. Il y a énormément de stimuli de l'environnement qui vont perturber, en quelque sorte, la physiologie de la plante et en particulier son système immunitaire. Et donc, les rêves que j'ai indiqués ici, c'est des rêves de nos équipes dans notre unité qui montrent qu'effectivement, tous ces stimuli, les nutriments azotés, l'eau, le microbiote ou encore les stimulateurs de défense, évidemment, tous ces stimuli perturbent l'immunité d'une plante. Okay. Et donc, vous voyez qu'il y a une modulation globalement, c'est un peu le thème, il y a une modulation de l'immunité par l'environnement. Et bon, évidemment, derrière, c'est une modulation de la résistance. Et ce qui nous occupe aujourd'hui, et c'est un des thèmes de recherche maintenant majeurs de notre équipe, ce qui va nous occuper aujourd'hui pour mon talk, c'est comment les voisins, en fait, les voisins plantes, modifient à leur tour ces systèmes de défense. Donc, on a quelques publications, surtout des revues sur ce sujet. Et je vais vous, donc, d'une part, vous montrer quelques exemples de mécanismes moléculaires connus qui expliquent comment une plante voisine peut modifier le fonctionnement de l'immunité d'une plante focale. Et puis, je vous montrerai en dernière partie comment notre équipe tente de répondre à la question des interactions plante-plante et de leur modification de l'immunité. Alors, sur ce schéma ici, vous avez en fait un gros résumé de ce qu'on sait actuellement sur les interactions plante-plante qui vont modifier dans une plante focale, qui vont modifier donc l'immunité et ou la résistance de cette plante focale. Donc, là, vous avez toutes les références bibliographiques assez récentes sur le sujet. Il y a eu un boom sur ces questions depuis 2-3 ans qui explique aussi pourquoi nous on travaille dessus. Parce que c'est vraiment un enjeu à la fois scientifique et avec le projet Mobidiv, vous avez bien compris que c'est un enjeu pour notre agriculture. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous présenter quelques exemples de chacun de ces cas de figure d'interaction plante-plante qui modifient l'immunité dans une plante focale. Donc, si on prend le premier cas de figure, c'est ce cas qui est ici, la compétition. On en a déjà entendu parler tout à l'heure avec Germain, donc je vais aller vite. Mais au-delà du mécanisme écologique, on connaît les mécanismes moléculaires qui sont sous-jacents. Par exemple, si on reprend l'exemple tout à l'heure qu'a mentionné Germain sur les problèmes d'ombrage, chez Arabidopsis thaliana, on sait comment ça fonctionne. On sait que la modification des longueurs d'onde en fait, provoquée par le voisinage, la modification des longueurs d'onde de la lumière va modifier des phytochromes, donc des protéines qui sont capables de repérer les longueurs d'onde chez les plantes. Cette compétition pour la lumière, elle est assez bien connue chez Arabidopsis. Elle provoque une augmentation de la croissance, mais elle provoque aussi une réduction de la sensibilité. Donc, il y a un gros trade-off dans le cas de cette compétition entre croissance et défense. Donc ça, c'est assez bien connu chez Arabidopsis. Il y a aussi des recherches qui sont faites sur les interactions qu'ils peuvent avoir dans le sol, mais je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Il y a énormément d'informations disponibles sur le fait qu'une plante focale peut reconnaître des étrangers d'une autre espèce, et qu'il y a des interactions moléculaires, en tout cas, entre espèces. Et ces interactions moléculaires, il y a énormément aujourd'hui d'exemples qui montrent qu'en fait, ces interactions perturbent l'immunité de la plante focale. Je vous ai listé ici tout un tas d'articles assez récents sur ces interactions qui vous montrent que des molécules produites par un voisin, soit dans le sol, soit dans l'air, peuvent perturber les systèmes de défense au point que les plantes focales deviennent plus ou moins résistantes aux pathogènes ou encore aux herbivores. Donc, vous avez en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? En fait, c'est que les molécules qui se trouvent impliquées dans l'allélopathie se trouvent aussi modifier les systèmes de défense des plantes. En particulier, c'est assez bien connu maintenant que
le Dimboa, qui est un composé secondaire produit par la plupart des poacées dans le sol. Ce Dimboa, par exemple, il est connu maintenant, il modifie, on connaît bien les processus, le Dimboa modifie l'acétylation des promoteurs des gènes de défense grâce à des modifications des histones déacétylases, qui sont ces protéines qui qui régulent l'expression des gènes. Okay, donc, on connaît bien maintenant les processus moléculaires qui sont sous-jacents et chaque fois que les auteurs regardent maintenant pour leur molécule favorite, ils découvrent qu'effectivement, lorsqu'une plante envoie des composés allélochimiques pour perturber leurs voisins, non seulement ils perturbent leurs voisins, mais ils perturbent aussi l'immunité de leurs voisins. Et nous, au labo, on a voulu voir si c'était vrai dans le cas d'un système qu'on étudie qui est un mélange interspécifique entre le maïs et le riz. Donc, ce mélange interspécifique, il est pratiqué en Afrique notamment. On a fait ça parce qu'on avait en ligne de mire que le Dimboa produit par le maïs pourrait perturber l'immunité d'une plante de riz placée dans son voisinage au travers de ce que je viens de vous dire, c'est que le Dimboa perturbe les histones des acétylases qui perturbent elles-mêmes les systèmes de défense. Donc, on a fait des expériences. C'est une photo assez précoce dans le système expérimental, mais dans le réel expérience, on a des plantes de maïs et des plantes de riz qui sont co-cultivées. Et puis, on a le contrôle ici qui sont les plantes de riz pures. On inocule tout le monde avec notre pathogène foliaire, qui est le rice blast, donc c'est un pathogène majeur, et on mesure dans le riz, soit qu'il est en culture pure, soit qu'il est en mélange, le niveau de sensibilité. Et vous pouvez voir sur ce histogramme ici à gauche, on va regarder que celui-là, que les plantes de riz en bleu là, lorsqu'elles sont cultivées en présence de maïs, sont moins sensibles, à peu près de 40%, que les plantes de riz lorsqu'elles sont toutes seules. Et donc, on a voulu voir si on pouvait attribuer cette réduction de sensibilité à la production de Dimboa. Et pour cela, donc, on a refait des manips dans lesquelles, cette fois-ci, on a utilisé des mutants de maïs qui ne produisent plus de Dimboa. Donc, la voie de biosynthèse du Dimboa est totalement élucidée chez le maïs. Et on a pu utiliser des mutants qui empêchent la première étape de biosynthèse. Et donc, on n'a pas de Dimboa dans ces mutants. Et donc, on va prendre ici un exemple simple. Donc là, on regarde à nouveau le niveau de maladie dans le riz, selon qu'il est tout seul, en pur, ou selon qu'il est avec du maïs, ici le maïs de génotype W22, et vous voyez qu'on retrouve notre phénotype, c'est-à-dire que le riz, en présence de maïs, voit sa sensibilité réduite. Et ici, ce que vous avez, c'est le mutant de maïs qui ne produit plus de Dimboa, et vous voyez qu'on réverte le phénotype. On revient à une situation, disons, pure. Autrement dit, dans ce mélange, c'est bel et bien la production de Dimboa qui provoque une réduction de sensibilité du riz. Ensuite, on en a déjà entendu parler tout à l'heure, les interactions plante-plante, elles ont des effets sur le sol. Et là, il y a aussi tout un boom de publications récentes qui montrent qu'effectivement, il y a des processus impliqués dans ce qui s'appelle le plant soil feedback. Donc, c'est tout ce que la plante va laisser comme information dans le sol qui va modifier le comportement des plantes qui vont lui succéder. Et puis, il y a aussi d'autres héritages du fait des interactions plante-plante. Donc là, il y a eu énormément de publications récentes. Je vais aller très vite sur ces exemples-là, mais qui vous montrent qu'en fait, une plante donnée peut modifier, par exemple, le microbiote du sol. Et ce microbiote du sol va en quelque sorte devenir porteur d'une information chimique qui va modifier le fonctionnement soit de la culture suivante, soit des cultures approximantes, physiquement proches. Donc, il y a un papier, notamment ici dans Nature.com en 2018, qui montre ce phénomène dans le détail, qui montre qu'effectivement, dans ce cas-là, à nouveau, c'est le Dimboa qui provoque un changement du microbiote du sol. Et ce changement du microbiote du sol va laisser un héritage pour les générations suivantes qui est tel que les générations suivantes deviendront plus résistantes aux herbivores. Donc là, il y a un messager, si je puis dire, dans les interactions plante-plante, un messager biologique. Ensuite, ce qui est assez bien connu, je pense que vous connaissez déjà ces processus, c'est que lorsqu'une plante est malade, elle envoie des signaux dans son voisinage et ces signaux vont perturber le voisinage au point que ce voisinage va changer son immunité. Et là aussi, il y a eu tout un tas de découvertes assez récentes qui montrent que, oui, effectivement, des plantes qui sont attaquées produisent soit dans l'air, soit dans le sol, des molécules qui provoquent dans une plante focale un changement de son immunité. Et récemment, il a été montré, par exemple, chez Arabidopsis, qu'il y a des monoterpènes qui sont produits dans l'air, qui vont aller
chez une plante focale, augmenter son immunité, provoquer dans cette plante focale une biosynthèse de monoterpènes qui va à son tour aller activer une autre plante focale. Donc, il y a une sorte de vague dans l'environnement autour des plantes malades, vague qui va provoquer une augmentation de l'immunité dans tout l'environnement. Donc ça, c'est un très, très gros papier qui vous montre qu'il y a une propagation d'un signal dans l'environnement du fait qu'il existe une plante malade d'une espèce donnée. Pour finir, donc, sur cette bibliographie, sur cet examen bibliographique, et en relation avec ce qu'on a déjà entendu parler au sujet de la reconnaissance des kin, il existe quelques indications, mais très, très peu, que des voisins, du fait de leur simple présence et de leur relation phylogénétique avec une plante focale, que ces voisins peuvent perturber l'immunité d'une plante focale. Donc, je vais passer cette dia parce qu'elle est compliquée et je crois que je vais éclater mon temps si je fais ça. Et globalement, le message qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'exemple dans la littérature qui démontre que un voisin, l'identité génétique d'un voisin déclenche l'immunité dans son voisinage. Et c'est ce que nous, on a voulu voir si ça existait. On a voulu voir si vraiment ce processus pouvait exister chez les plantes. Donc, pour tester cette hypothèse qu'une plante voisine pouvait modifier l'immunité dans une plante focale par sa simple présence, on a mis en place un dispositif, chez le riz et chez le blé aussi, dans lequel on compare une culture pure et le niveau de maladie de cette culture pure, donc d'une plante focale pure, avec le niveau de maladie de cette plante focale pure en présence de différents voisins. Donc, c'est très similaire à ce que Germain vous a montré tout à l'heure sur Arabidopsis et la pupille de West. C'est similaire. Et si effectivement une plante voisine peut modifier l'immunité d'une plante focale, on s'attend à avoir ce genre de résultat qui est que le niveau de sensibilité d'une plante focale, de la plante focale A, ce niveau de sensibilité va varier selon l'identité génétique de son voisin, en plus ou en moins. Donc pour tester ça, on l'a fait dans le blé et dans le riz. Donc on a testé deux modèles principaux qui sont deux plantes focales. Donc chez le blé, on a utilisé la variété culture et chez le riz, on a utilisé la variété Kitake. Donc ça, c'est la valeur de sensibilité de ces deux génotypes en présence d'eux-mêmes, donc en culture pure. Et ensuite, on a testé le niveau de sensibilité de culture ou de Kitake en présence de 10 voisins différents. Okay, Alexis, Argelès, Atoudur, etc. Et ici, Bomba, Carina, Gageron. Donc, différentes variétés voisines. Et vous pouvez voir que, on a testé donc, le niveau de maladie à deux pathogènes foliaires, Puccinia triticina, une rouille, et Magna tortorisée, notre blast du riz. Et vous pouvez voir qu'on a trouvé des conditions ici. Le voisin Atoudur, il diminue le niveau de maladie de la plante focale culture, ou encore ici, dans le cas du riz, le voisin Lido diminue la sensibilité de la plante focale Kitake. Donc oui, en faisant ça, on démontre que effectivement, le simple fait de placer un génotype, une plante de génotypes différents modifie le fonctionnement, modifie la sensibilité d'une plante focale dans deux espèces, le blé et le riz. On a voulu savoir si cette modification elle était provoquée par des signaux qui passaient dans l'air ou dans le sol, ou si ces signaux nécessitaient du microbiote. Et vous avez ici, pour faire court, des expériences dans lesquelles on a soit autoclavé le sol, soit mis des séparations physiques dans le sol, soit mis des séparations semi-physiques. Et le résultat, il faut retenir, c'est que ce soit dans le blé ou dans le riz, quand on fait les expériences avec du sol autoclavé, on a toujours cette diminution de sensibilité provoquée par le voisinage. Par contre, lorsqu'on met dans le sol une séparation physique, un morceau de plastique, et qu'on empêche toutes les communications entre les deux membres de l'expérience, alors on perd le phénotype, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réduction de sensibilité. Donc tout ça nous montre que en fait, le signal qui nous intéresse passe dans le sol et vraisemblablement pas dans l'air. Ce que je ne vous montre pas non plus, c'est que ce signal ne nécessite pas que le voisin soit malade. Donc on n'est pas dans le cas de figure que je vous disais tout à l'heure, qu'on a une signalisation du danger, ce n'est pas le cas. Okay, puisque lorsque la plante, dans nos expériences, je ne vous montre pas, mais dans nos expériences, lorsque la plante voisine n'est pas inoculée, on observe toujours le phénomène. Donc, ce n'est pas une signalisation du danger, c'est vraiment la simple présence d'un kin, de certains kins, modifie la sensibilité d'une plante focale. Donc, on a voulu aller plus loin sur la génétique de ce phénomène. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une plante focale, toujours la même, dans le riz, la plante focale Kitake. Cette plante focale, on l'a cultivée
individuellement avec 280 voisins différents de riz, qui étaient tous génotypés, avec l'objectif qu'on allait mesurer la sensibilité dans cette plante focale en présence de 280 voisinages différents. Et à partir de cette donnée, on allait pouvoir faire une génétique d'association pour identifier quels sont les gènes, quels sont les loci dans le voisin qui provoquent un changement de sensibilité dans une plante focale. Donc ça, vous avez ici Rémi, le doctorant, qui a réalisé ça dans notre labo, avec un morceau du dispositif expérimental. Et donc le premier résultat qu'on a obtenu, il est montré ici sur cette image. Donc ce que vous avez ici, c'est le niveau de maladie au blast, notre pathogène foliaire favori, le niveau de maladie de la plante focale lorsqu'elle est en pure. Ici, on retrouve le voisin Lido, dont on avait vu tout à l'heure qu'il réduisait la sensibilité. Et donc, on trouve à nouveau Lido à cet endroit-là. On trouve qu'il y a des génotypes qui peuvent réduire jusqu'à presque 7 fois le niveau de maladie de la plante focale Kitake. Mais on trouve aussi, ce qu'on n'avait pas trouvé jusqu'ici, des voisins ici sur la droite qui, eux, augmentent le niveau de maladie. Donc, on est à nouveau sur l'observation qu'on a déjà dont on a entendu parler plusieurs fois ce matin, c'est que les mélanges ne sont pas toujours bons. Jusqu'ici, nous, on n'avait trouvé que des mélanges plutôt favorables, mais en étendant notre analyse à une grande diversité, on trouve des mélanges qui sont défavorables pour le niveau de sensibilité des plantes dans le riz. Donc, avec toutes ces données, on a pu faire une analyse GWAS, comme l'a montré tout à l'heure Germain. Et donc, on a été plus chanceux que le papier de l'Arabidopsis, puisqu'on a trouvé un pic de GWAS qui nous a permis d'identifier une zone toute petite du riz, de 280 kb, dans lequel il y a 9 gènes. Il y a 9 séquences codantes, parmi lesquelles il n'y a que 6 gènes. Les 3 autres sont des rétrotransposons. Donc, on est sur une zone toute petite qu'on a pu identifier. Et donc, cette zone, elle contient des gènes, autrement dit, qui font qu'un voisin donné, s'il a le bon allèle à cet endroit-là, va provoquer une augmentation ou une diminution de sensibilité dans son voisinage. On a voulu vérifier, alors, comme vous voyez ici, pour les experts qui sont déjà parmi vous, les valeurs de LOD, donc c'est des valeurs de confiance un petit peu qu'on peut assigner au pic qu'on a détecté. Ces valeurs ne sont pas très élevées, donc on a voulu vérifier si ça, ce n'était pas un artefact. Pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé faire une manip de validation. Et comment on a fait ça? Je vais vous montrer dans une seconde. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'au locus, sur ce chromosome 3, il y a 3 haplotypes possibles dans leur diversité. Et l'haplotype 3, qui est décrit ici, cet haplotype 3, il diminue la sensibilité de Kitake dans son voisinage. Alors que les 2 autres haplotypes ici ne modifient pas la sensibilité de Kitake. Donc, on est allé rechercher à nouveau, on est allé repiocher dans la diversité du riz des plantes qui avaient cet haplotype ou des plantes qui avaient cet haplotype, et on a retesté ces génotypes pour leur effet sur la sensibilité de leurs voisins Kitake. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on retrouvait le phénotype, c'est-à-dire que lorsque le voisin de Kitake possède l'haplotype 3, il diminue la sensibilité de cette plante de Kitake, alors que les autres haplotypes possèdent, les haplotypes 1 et 2 ne font pas la même chose. Donc, on a bien pu vérifier que cet haplotype 3, au niveau du chromosome 3, cet haplotype 3, lorsqu'il est présent dans le voisin de Kitake, cet haplotype 3, il réduit la sensibilité de Kitake. Donc, c'est là à peu près où on en est. Je ne sais pas si j'ai déjà complètement éclaté mon temps. Je n'ai pas regardé quand j'ai commencé. J'en suis où là? Ouais, vas-y. Enfin, de toute façon, je savais qu'on déborderait, donc on verra après. Vas-y, continue. Okay, De donc... toute façon, juste pour une question, pour ce groupe-là, tu es le dernier orateur à parler, il n'y a plus personne derrière toi? Oui, je parle. Bon, du coup, vas-y alors. Ouais, pas trop long pour qu'éventuellement on ait quelques questions. D'accord. Donc là, je vous ai déjà montré que donc, tout à l'heure, on a regardé dans les premières expériences, on avait Kitake comme plante focale, qu'on avait confronté à différents voisins. Et je vous avais montré que, par exemple, Lido était un voisin qui diminuait la sensibilité de Kitake au blast. Et donc, ici, c'est ni plus ni moins que la même représentation que tout à l'heure, sauf que j'ai mis des couleurs. Et bleu, ça veut dire que la plante de Kitake, en présence de Lido, est significativement moins sensible que dans la condition pure, qui est ici indiquée, qu'on ne voit pas, qu'il y a un carré blanc. Donc, quand on prend ce même mode de représentation et qu'on l'étend à toute la matrice des possibles, c'est ce qu'on a réalisé tout à fait dans la même veine que la publi de West et al., c'est-à-dire qu'on a pris tous les génotypes, qu'on a confronté à tous les autres génotypes, et pour chacune de ces confrontations, on a mesuré le niveau de sensibilité. Donc, sur la diagonale, vous avez toutes les cultures pures qu'on a arbitrairement placées à 1 et qu'on a mis en blanc,
Et chaque fois que vous avez un carré, vous avez donc le niveau de sensibilité de Kalmoshi en présence de Kitake, en présence de Césia, etc. Quand il y a des petites étoiles, ça veut dire que les niveaux qui sont ici sont significativement différents de la culture pure. Ce que vous pouvez voir, c'est que globalement, quand on regarde la couleur de la matrice, elle est plutôt rouge, ce qui signifie en fait que les mélanges sont globalement plus sensibles que les purs. Et c'est à nouveau un thème qu'a mentionné tout à l'heure Germain, c'est que dans ce cas-là, on est face à une observation que globalement, les processus physiologiques qui sont détectés dans nos expériences sont défavorables à la résistance. Alors qu'à l'échelle d'une parcelle, on a des effets favorables des mélanges. Donc, on était vraiment évidemment très déçus par cette observation, puisque nous, on veut faire des mélanges. Donc, on aimerait bien que ce ne soit pas toujours vrai. Donc, on a essayé de voir si c'était toujours vrai, si on avait toujours des matrices rouges, c'est-à-dire si on avait toujours des interactions plante-plante qui augmentaient la sensibilité. Donc, on a retesté la même chose sur le blé. Donc, on a utilisé ici des blés cultivés de blé dur. Pardon. Et vous pouvez voir que cette fois-ci, on a eu une matrice qui est plutôt bleue, c'est-à-dire que globalement, les interactions plante-plante, dans ces interactions, dans ce cas-là, augmentent la résistance à la rouille qu'on a testée dans cette expérience. On a refait encore ça pour voir si ça dépendait des populations qu'on testait. On a testé 2 autres populations de riz d'un côté ou de blé de l'autre. Ici, une population sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Vous voyez qu'à nouveau, la matrice est rouge, ça veut dire que les interactions plante-plante qu'on provoque augmentent la sensibilité, donc pas de chance. Alors que, à nouveau, dans le cas des interactions qu'on provoque dans cette population EPO, dans le cas de ces interactions, on a une matrice plutôt bleue, donc on augmente la résistance. Bon, je passe. Et quand on reprend toutes ces données et qu'on les représente sous forme de ces violin plots que j'ai déjà montré tout à l'heure, donc on a à nous, c'est juste une représentation des données que je viens de vous indiquer à l'instant. Donc, les matrices RI sont plutôt rouges, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de la sensibilité face à ce tangent pathogène. Les matrices blé sont plutôt bleues, c'est-à-dire qu'on a une réduction significative de 8% de la maladie dans les mélanges. Quand on regarde ensuite les 2 autres populations que je vous ai mentionnées, ce qu'on remarque, c'est que en fait, l'intensité des matrices est plus élevée. Okay, et que, par exemple, dans cette population Achuche de riz, on va rediscuter, on a une augmentation très forte du niveau de sensibilité, 2 fois plus forte que dans cette population-là. Et dans la population EPO, on a une diminution très forte du niveau de maladie, 2 fois plus élevée que dans cette population de blé cultivé. Et ce qui distingue en fait toutes ces populations entre elles, c'est le niveau de coexistence qu'il y a pu y avoir entre les individus de ces populations. Par exemple, et Jacques le dira sans doute beaucoup mieux que moi, cette population EPO, c'est une population qui a été développée à Montpellier, qui a été développée il y a une vingtaine d'années, ou depuis une vingtaine d'années, dans laquelle les plantes sont toutes cultivées en présence les unes des autres. Et c'est la même chose ici pour cette population Achuche de riz. C'est une population qu'on étudie en Chine, qui est telle que, en fait, différents génotypes de cette même population sont cultivés dans le même champ depuis, on le sait, plus de 180 ans. Donc, on a, en fait, on se demande si on n'a pas ici une signature intéressante en termes de kinship avec des plantes ici qui, en bas, qui sont encore en train d'apprendre à vivre ensemble, alors qu'ici, on a des plantes qui ne vivent plus du tout ensemble puisqu'elles sont semées dans des parcelles différentes par les agriculteurs. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, donc on a probablement un projet de thèse, un financement de thèse sur ces aspects-là chez le blé. Et je vous ai montré surtout des choses chez le riz, mais donc on devrait commencer en septembre 2021 une thèse sur ce sujet-là dans le cadre du projet Mobility. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter et j'essaierai de répondre à vos questions sur ce sujet de thèse. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, il y a un certain nombre de questions, si je peux faire des réponses assez courtes. Alors, en dehors de la modification de sensibilité à une ou des maladies, le DIMBOA a-t-il beaucoup d'effets connus? Ces effets sont-ils toujours médiés par le microbiote du sol? Il a plein d'effets connus, donc je l'ai mentionné, je suis allé vite dessus, mais un de ces effets très précis connus, c'est qu'il va venir se loger dans certaines poches des histones des acétylases et il va les perturber leur fonctionnement. Donc ça, c'est un effet connu. Et en faisant ça, donc, il va perturber tout un tas de processus. C'est une molécule un peu
à multiples effets. Hein. C'est une molécule qui a des effets anti-fongiques directs, insecticides aussi, donc il y a des effets biocides généraux. Et c'est une famille complexe, du coup? C'est juste une molécule ou c'est une ensemble Non, de c'est pas familles? juste. Malheureusement, c'est une famille de molécules et en particulier, dès que la molécule est produite dans le sol et libérée dans l'environnement, elle est dégradée par l'environnement en plein d'autres sous-molécules qui ont des propriétés variables. D'accord. Donc, Elle n'est pas stable dans l'environnement. Ok. Une question d'Alain Baranger. Donc, quel est l'impact de la diversité des sols? Est-ce que tu as une idée de ça sur la structure, texture, pH sur ces processus? Tu as une idée là-dessus? Oui, toi. Moi Ta réponse est non. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Alors, si, La réponse... j'ai une réponse, c'est qu'on étudie par ailleurs la fertilisation azotée et son impact sur la physiologie des plantes, et en particulier l'immunité. Et on a vu, mais bon, c'est pas une. On sait très bien ça que quand on fertilise nos sols, on augmente la sensibilité et on sait comment ça fonctionne à peu près chez le riz. Voilà. Alors, ensuite, une question Et d'Isabelle on ne sait pas sur la Goldfinger. diversité. D'accord. Une question d'Isabelle. Est-ce que l'effet des voisins dépend de leur composition en gènes de résistance et des gènes de virulence de la rouille? Donc, quid des effets majeurs, quoi? La réponse est non. En fait, la réponse est non, et en particulier, la plus grosse démonstration enfin, c'est une sorte de démonstration. Il y a deux démonstrations à ça. La première, c'est qu'on a tout de suite testé si le niveau de maladie du voisin était en corrélation ou pas avec le niveau de sensibilité provoqué dans le voisinage. Et la réponse est non. Il n'y a pas de corrélation. Ce n'est pas parce qu'un voisin est super malade qu'il va rendre son voisinage super résistant, par exemple. Okay. Donc, il n'y a aucune corrélation de ce niveau-là, mais 0,0. Et ensuite, in fine, lorsqu'on met un sac, en fait, on met un sac sur le voisin lors de l'inoculation, donc on ne l'inocule pas et on conserve le phénomène. Je me demande si la question d'Isabelle, mais Isabelle peut peut-être préciser, c'était pas au niveau de la garniture en gène majeur de résistance? Oui, j'entends bien, ouais. Mais c'est ce que je disais, c'est que ce n'est pas parce qu'un voisin est très sensible ou très résistant qu'il va provoquer le phénomène qu'on observe. Mais peut-être que Isabelle pensait aux focales, peut-être. Je ne sais pas. Alors, les focales, en fait, Isabelle, tu as peut-être vu que pour la manip de GWAS, on a utilisé une seule focale. Donc, il n'y a pas de variabilité sur la focale. D'accord. Alors, une question de Véronique Yader. Si la sensibilité augmente dans les mélanges du fait des génotypes disponibles chez le riz, c'est peut-être qu'ils n'ont pas été sélectionnés par des sélectionneurs modernes. Donc, est-ce que ça rejoint la discussion que tu commençais à nous faire sur… Oui, c'est un petit peu l'idée qu'on défend. C'est que on a quelque chose là, on voit quelque chose qu'on est en train d'étudier, qui est que dans les populations de riz, enfin dans les matrices qu'on fait avec des populations qui coexistent, avec des génotypes qui coexistent dans les mêmes parcelles, on n'observe pas du tout, enfin on n'observe pas la même intensité de phénomène. Donc on pense qu'effectivement, le breeding a peut-être conduit à la perte de certains caractères de sociabilité. Oui, ou la manière d'interagir. Parce que ta matrice est complexe quand même. Il y a des cas bleus et des cas verts. Oui, tout à fait. Oui. Une nouvelle question d'Alain. Quel impact du stade de développement des plantes, des modalités d'inoculation de la maladie, etc. Bref, quid d'une sortie des conditions standards fixées? Est-ce que tu répètes ça au champ, quoi? En gros, Alain, c'est ça que tu voulais dire, hein? Alors, au champ, on a des experts en Chine et en France sur ces questions-là, mais c'est très compliqué parce qu'au champ, comme tu le sais, Alain, il y a des processus écologiques qui se superposent à nos processus physiologiques. Et du coup, c'est très difficile de trier, de réidentifier au champ, c'est quoi le résultat qu'on observe, il est dû à quoi? Est-ce qu'il est dû à des mélanges? Parce que là, pour le coup, au champ, les mélanges de R-gènes vont opérer. Il va y avoir des processus écologiques causés par le fonctionnement des gènes de résistance qui sont diversifiés, du coup, qui vont réduire les épidémies. Donc, on ne sait pas si ce qu'on observe au champ, si les réductions d'épidémies qu'on observe au champ dans nos essais, on ne sait pas s'ils sont dus que aux gènes de résistance ou aussi aux processus physiologiques qu'on a mis en évidence au labo. Mais pour répondre à ta question, Alain, on a quelques cas qui semblent aller dans le bon sens, c'est-à-dire que, je n'ai pas de dire pour vous le montrer, mais c'est-à-dire que, évidemment, quand on fait des mélanges au champ, on met les purs dans les expérimentations. Et donc, on a des cas où les deux purs ont absolument le même niveau de sensibilité à un agent pathogène au champ. Okay. Donc, il n'y a pas de gène majeur qui soit engagé pour l'interaction en question. Et on voit que dans les mélanges, on a quand même une diminution de la sensibilité. Et donc, qu'on a du mal, du coup, au champ, à attribuer à des processus écologiques.
qu'il n'y a pas de différence de sensibilité des pures. Quand tu dis écologique, tu penses essentiellement à des processus épidémiaux sur la... Oui, c'est ça. Oui. C'est ça que je veux dire. Il y a pas de, on peut pas imaginer qu'il y ait de barrière à la dispersion, puisque en fait, le comportement des pures est égal. D'accord. Ok, alors une question d'Isabelle Goldringer pour Germain. J'imagine que Germain, tu as déjà lu dans la question. Je la répète pour tout le monde. Pour la manip blé, vous avez une idée de la répétabilité des effets observés, plusieurs années de manip? Alors bien sûr, non. Les résultats que je vous ai présentés reposent que sur une seule manip. Par contre, Jean-Benoît et Elsa, juste après qu'on ait observé ce résultat, en fait, ils ont mis en place une manip en pot où ils ont essayé de répliquer l'effet donc en serre en inoculant avec leur souche de septoriose au labo. Et en fait, on n'a pas observé l'effet en conditions contrôlées. Donc, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ça. Soit ça veut dire que ce qu'on a vu au champ, c'est vraiment lié à un processus qui dépend du fait que la propagation de la maladie, elle se fait à l'échelle de la parcelle. Et donc, il y a quelque chose qui se joue dans l'architecture du couvert qu'on ne peut pas retrouver en pot, puisqu'on a juste des plantes. Ce n'est pas du tout la même architecture de couvert. Ça peut être lié également aux populations de septoriose, puisque, évidemment, j'imagine, ce n'est pas du tout les mêmes types de populations, celles qu'il y a au champ par inoculation naturelle et celles qu'il y a en labo. Et puis, bon, après, il y a aussi d'autres hypothèses. Je ne sais pas, Jean-Benoît, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Mais non, pour le moment, c'est un signal qui a été vu une année et on n'a pas refait la manip au champ pour le vérifier. Mais moi, je suis assez confiant sur le signal parce que il y a une colocalisation en fait, entre l'effet qu'on voit sur le rendement et l'effet qu'on voit sur la maladie. C'est-à-dire que c'est les mêmes zones qui sortent sur le génome, et surtout, c'est très cohérent avec ce qu'on voit. Je vous ai présenté les résultats à l'échelle du mélange, mais quand on regarde ce qui se passe dans les mélanges et qu'on regarde ce qui s'est passé sur chacun des génotypes, en fait, on voit bien que dans les mélanges bialléliques dans lesquels il y a eu plus de maladies, chacun des deux génotypes a été plus malade que quand il était cultivé avec un génotype qui portait la même allèle. Donc, il y a plein de signaux dans la manip qui laissent penser qu'il s'est passé quelque chose là avec cet allèle, mais voilà, pour le moment, on ne peut pas en dire plus. On est en train de creuser la question au labo, là, je pense d'ailleurs qu'on a fini, c'est aujourd'hui, vendredi, ouais, on est vendredi. Donc on termine aujourd'hui une matrice, une grosse matrice STB avec EPO au labo, sur laquelle on pourra au labo retester l'hypothèse du locus. Et il y avait une question de Jérôme sur le cycle des parasites rouille, piri, qui peut expliquer le contraste. Effectivement, Jérôme, pour mémoire, donc, ce que j'ai montré, c'est que les matrices sont bleues, c'est-à-dire plus résistantes globalement chez le blé, à la rouille, alors qu'elles sont rouges, c'est-à-dire plus sensibles au blast chez le riz. Et ce qui est contrariant, hein, bien sûr. Mais donc, on pensait que ça pouvait être dû à la biologie en fait, des agents pathogènes. Parce que ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas eu le temps, mais ce qu'on a fait, c'est que dans toutes ces expériences-là, on a fait des mesures d'expression de l'immunité avec des méthodes moléculaires. Et on voit que oui, effectivement, dans nos dispositifs expérimentaux, le système immunitaire du riz et du blé sont perturbés. Or, on sait que les systèmes immunitaires des plantes, ils ont plusieurs facettes, et qu'il y a des facettes qui sont plutôt destinées sur certains types d'agents pathogènes, par exemple les biotrophes comme la rouille, et d'autres systèmes immunitaires qui sont plus destinés à lutter contre des nécrotrophes. Par exemple, la septoriose n'est pas loin d'être un nécrotrophe. Et ces deux systèmes immunitaires sont antagonistes. Donc, il peut y avoir effectivement un lien entre la biologie des agents pathogènes qu'on a utilisés et la couleur des matrices en fait, qu'on détecte. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que si on refait des matrices de riz, par exemple, avec un nécrotrophe, alors que le blast, c'est plutôt un biotrophe, alors la couleur de la matrice va s'inverser. On utilise un autre système immunitaire, on déclenche un autre système immunitaire. Et la réponse est pour l'instant non. On a fait ça, malheureusement, et moi je suis assez étonné, mais je ne comprends pas pourquoi encore. Mais il semble que la couleur de la matrice chez le riz reste bleue, et c'est-à-dire que quel que soit l'agent pathogène qu'on teste, massivement, en fait, les interactions sont plutôt des conséquences négatives sur la sensibilité. Voilà. Donc je pensais que ce n'était pas le cas, mais c'est le cas. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais, bon, encore, je pense que là, on est bien dans l'illustration de l'intérêt de cette journée, c'est qu'on partage là des résultats extrêmement récents, dans des visions un petit peu originales, carrément originales par rapport à la manière dont on réfléchissait
l'immunité des plantes jusqu'à présent. J'ai une proposition. Donc, je pense qu'on a fini les cycles de questions. Je crois que donc, j'ai une proposition à vous faire. Là, c'est l'heure de la pause.